La manière dont on cadre le problème change fondamentalement la manière dont on va y répondre. Et donc j'ai envie aussi que les étudiants soient des bons poseurs de questions avant d'apporter des réponses. Vous écoutez À la source, un podcast de l'Université de Liège. Ensemble, partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Marc-Henri Barouin, je travaille à l'Université de Liège et dans cet épisode, je rencontre Céline Parotte. Bonjour Céline Parotte. Bonjour. Vous êtes chargée de cours en faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie à l'Université de Liège et vous êtes en charge de 7 cours obligatoires et ceux-ci portent sur des approches méthodologiques et sur l'évaluation des politiques publiques que, vous le dites vous-même, vous préférez controverser. Ainsi, votre principal sujet de recherche concerne la gestion à long terme des déchets nucléaires. Comment fait-on pour traiter ces déchets? Et comment implique-t-on le public dans cette prise de décision? Mais dans votre cas, pourquoi aller vers des études de sciences politiques pour étudier ces questions aussi techniques et pas vers une formation d'ingénieur, par exemple? Je pense pas que la manière dont je me suis intéressée aux sciences politiques est particulièrement intéressante. Et en même temps, quand on a l'occasion de faire des activités de promotion à l'enseignement, je trouve que c'est aussi important de le rappeler. On ne sait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie et c'est tout à fait OK. Et en fait, on devrait plus souvent le rappeler, je trouve, aux étudiants de Réto qui sont un peu perdus face à l'offre d'enseignement qui est vraiment très importante. Moi, j'ai choisi les sciences politiques parce qu'elles ne me fermaient pas de porte. Donc, c'est déjà une première idée d'ouverture, de laisser tous les possibles ouverts jusqu'au plus tard possible. Et donc la possibilité de faire à la fois de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de travailler à plein de niveaux de pouvoir différents et de ne pas m'enfermer dans une discipline. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui continue à alimenter à la fois mes pratiques d'enseignement et de recherche. J'habite en province de Liège, donc effectivement, je suis concernée de près ou de loin, comme je crois n'importe quel citoyen belge, parce qu'on est proche d'une centrale, on est proche de centrales, je veux dire de centrales aussi françaises, allemandes. Mais c'est pas du tout ça qui m'a amenée à m'intéresser à la question du nucléaire. J'ai appris de cette thématique grâce à un professeur passionné à l'époque qui s'appelait le professeur Zvedkov, et qui aussi a créé chez moi cette vocation de la recherche. Je crois qu'il m'a laissé la possibilité, en tout cas, d'explorer cette partie-là chez moi en tant que jeune étudiante. Et qui, en fait, elle était membre du comité de suivi du plan déchets, donc dans les années 2009-2010. Et en tant qu'étudiant, elle nous avait suggéré, plutôt que de faire un cours ex cathedra où on devait lire des textes théorique, et puis en discuter, d'aller voir en fait ce qui se passe quand on demande l'avis aux citoyens de participer à ces consultations publiques. Et c'est là que j'ai découvert cette thématique de la gestion à long terme des déchets grâce aussi aux représentants de l'UNDRAF, donc l'UNDRAF qui est l'organisme national qui gère les déchets radioactifs en Belgique, grâce aussi à des représentants passionnés qui disaient « mais regardez ce sur quoi on travaille ». Donc vous pourriez travailler pour un organisme d'intérêt public qui s'intéresse à des thématiques qui vont les dépasser de loin, de très loin. Alors donc ça, c'est les recherches qui m'occupaient durant ma thèse. Et puis, je crois comme tout chercheur qui aime son métier, on continue à faire une veille en fait sur les cas qu'on a étudiés. Je crois que ce qui m'avait intéressé à la fois dans le cas français et dans le cas du Canada, c'est que la manière d'intégrer les publics et les parties prenantes dans ce type de projet était très contrastée et que j'avais aussi la possibilité d'étudier un temps long, entre guillemets, au niveau politique, puisque la thématique les occupait depuis, tous ces pays, depuis les années 50. Alors, j'ai le temps long, entre guillemets, puisque en comparaison de la gestion à long terme des déchets, c'était évidemment un temps très court, mais sur le plan de l'analyse politique, ça permettait déjà de faire une analyse diachronique de ce type de gestion et d'aller voir surtout en quoi les chemins qu'ils ont adoptés, ceux qu'ils ont abandonnés, les manières dont ils ont inclus les publics, à modifier ou non l'objet d'étude, donc ici le déchet, la manière dont on le gère et les options scientifiques et techniques qui avaient été envisagées jusqu'alors. Je parle d'approche plutôt sociotechnique parce que dès le départ, je me suis intéressée plutôt à des objets qui sont controversés et des objets dits
techniques, a priori, qui relèveraient de la science de l'ingénierie à première vue. Alors, j'ai dit a priori, à première vue, etc. Parce que c'est précisément en l'abordant par le prisme des controverses que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très loin d'être une approche toujours liée à l'ingénieur uniquement. Et bon, voilà, ma thématique de recherche principale a porté et porte toujours depuis maintenant une dizaine d'années sur la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit très rapidement que c'est loin juste d'être une question de quelle est la meilleure solution technique à proposer pour gérer ce type d'objet. Très rapidement, c'est aussi des questions d'économie. Voilà, combien vont coûter la gestion? Alors, partons de gestion à court, à long terme. Quel taux d'actualisation est-ce qu'on va mobiliser? Est-ce qu'un euro aujourd'hui, ce sera la même chose dans un euro dans 1000 ans? Qui doit payer? À quel moment? Est-ce que le droit doit venir baliser cette thématique? Est-ce que le citoyen qui est concerné à la fois par les lieux de production de ces déchets, ceux qui vont le recevoir, parce que ce n'est pas toujours les mêmes lieux, est-ce que le représentant politique doit décider, etc., etc. En fait, on se rend compte que chaque fois qu'on tire un fil, c'est très loin d'être juste une question où l'ingénieur seul pourrait résoudre le problème. Et je crois que tout l'enjeu des politiques publiques aujourd'hui et à venir, c'est pas tellement les réponses, c'est comment est-ce qu'on cadre le problème, comment est-ce qu'on pose des questions de manière telle que ce soit considéré comme un problème. Et là, ça fait déjà l'objet de luttes. La manière dont on cadre le problème change fondamentalement la manière dont on va y répondre. Et en fait, je crois que c'est ça qui est juste passionnant et c'est aussi pour ça que j'ai fait la science politique, c'est qu'il n'y a jamais de réponse unique. Et je dis aux étudiants, vous devriez toujours vous méfier de ceux qui veulent vous vendre une réponse unique. Ou, en fait, ce projet n'est pas compliqué, c'est blanc ou c'est noir. En fait, ça ne l'est jamais. Et du coup, c'est un échange d'arguments, c'est un échange de bons procédés au niveau des procédures mises en place qui font qu'on s'entend in fine sur la décision qui pourrait être prise plus tard. Mais dans le cas des déchets, la question qui se pose aussi indirectement, c'est de se dire, est-ce qu'on a décidé une fois pour toutes et on est bon? Et on se lance dans une mise en œuvre. Et on se rend compte qu'en fait, dans ce type de projet, souvent, on doit organiser des moments de consultation de manière régulière. Mais ça veut dire que dans la manière dont on doit concevoir le projet, on doit laisser une place à une forme de flexibilité. Et à nouveau, je crois que c'est pour ça que la gestion des déchets me passionne tant. C'est que des perspectives très complexes sur des temps très longs permettent justement d'innover dans la manière de consulter les publics. Donc on peut aller au-delà du sondage, on peut aller au-delà d'une consultation unique qui serait réalisée et puis on dirait, une fois pour toutes, on a réussi à mettre en boîte ce que le grand public pense. Et ça, je trouve que c'est passionnant à étudier, évidemment, tous ces objets qui ne font pas l'objet d'un consensus très rapide, justement, qui sont très compliqués, a priori, parce que je crois que c'est important de le préciser, et d'envisager plusieurs manières de consulter les publics au pluriel. Oui, en fait, il y a quelque chose de vraiment intéressant à nouveau aussi avec la gestion des déchets. En fait, c'est toute la difficulté de trouver comment les gérer sur le long terme. Et cette impossibilité de trouver comment le faire sur le long terme a des conséquences très concrètes sur la gestion à court et à moyen terme. Ça veut dire qu'en l'absence de solution, en fait, ces déchets vont être gérés là où ils sont produits. Et là, à nouveau, je crois que c'est important de considérer tout type de scénario. Et c'est ce qui crée aussi la discussion. On dit souvent, il est difficile de créer des citoyens concernés, intéressés par des thématiques qui sont tellement, tellement loin de leur vie quotidienne qu'il est difficile pour eux de se saisir de cette question. En même temps, ça compte la manière dont on va poser les questions. Si on part du principe qu'on ne trouvera jamais de solution parfaite sur la gestion à long terme, et que la gestion à long terme devient celle du court terme, qu'est-ce qu'on fait? Et qui sont les citoyens qui sont en priorité concernés? Ça devient intéressant du coup de travailler aussi par cercle, en commençant par quelles sont les personnes qui sont déjà affectées aujourd'hui par ces thématiques et ceux qui le seront demain. Et c'est toute la difficulté à arriver à créer un dispositif qui soit capable ou d'aller à la rencontre de ces citoyens ou de créer un intérêt chez eux qui leur donne envie de consacrer du temps à cette thématique. Donc je crois qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant là-dessus, c'est prendre le temps de la discussion et du débat. Est-ce que les citoyens sont prêts à le faire pour certaines thématiques? Oui, pour d'autres non. Et ça, à nouveau, il faut aussi accepter qu'il y a des thématiques qui n'intéressent pas les citoyens. Et ça veut dire pas que personne ne va s'en saisir, mais ça veut dire qu'en fait, c'est aux décideurs politiques, du coup, qui avaient déjà avant les pleins pouvoirs, entre guillemets, selon le principe de la démocratie représentative, de reprendre la main. Mais la démocratie participative, ça ne va pas de soi, quoi. En tout cas, le cours de méthodologie qualitative en sciences politiques, c'est vraiment ce que je désire faire avec les étudiants. C'est vraiment être capable de dire, OK, je ne regarderai plus jamais un fait,
quel qu'il soit, en ce compris le fait scientifique, de la même manière. Et ça implique de ne pas être paresseux par rapport aux faits. Ça implique de se dire, ok, c'est du boulot en fait, de trianguler les infos, de vérifier les données, de ne pas prendre pour argent comptant ce que le professeur est en train de dire, d'aller vérifier par soi-même aussi, dans le code, dans le règlement, d'aller voir comment la presse est saisie d'un dossier. Ça demande du temps, ça demande de la vérification et ça demande un esprit critique. C'est assez ambitieux, je le redis aussi, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est nécessaire pour faire d'eux, selon moi, de bons citoyens. Alors, qu'est-ce qu'un bon citoyen ? C'est en tout cas celui qui est prêt à prendre part à la vie de la cité, mais aussi, il prend part de manière active, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire de manière, je crois, critique, mais critique constructive. Merci beaucoup, Céline Parotte. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations sur les études en faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. À bientôt!